Il est russe, mais il aurait pu être français. Ses parents avaient tout organisé pour qu'il naisse sur la Côte d'Azur. Mais le petit Danil est arrivé plus tôt que prévu. Il voit donc le jour à Moscou. 18 ans plus tard, le joueur de tennis arrive à Cannes. Et puis, un soir d'hiver américain, Nadil Medvedev remporte son premier titre en Grand Chelem. Il a 25 ans, une ascension fulgurante. L'année d'après, il devient numéro 1 mondial. Il met fin à 18 ans et 25 jours d'un règne sans partage, celui des Nadal, Federer, Djokovic, Murray. S'ensuivent des mois compliqués, des blessures, une invasion russe en Ukraine, des doutes plein la tête. Le tout jeune papa, installé à Monaco, se confie en français. Tout ce qui se passe avec toi dans la vie, c'est de l'expérience et il faut le prendre en positif, même si c'est négatif, il faut rebondir là-dessus. Par exemple, effectivement, presque ce qui termine l'année pour moi, c'est le Master où deux fois je sers pour le match, j'ai perdu 3 matchs sur 3 super tie-break et ça résume un peu l'année, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder ça et essayer de faire mieux la prochaine fois. Et c'est comme ça que je vis. Cette sensation de gagner un match, elle reste toujours le même. L'adrénaline de gagner, l'adrénaline de sport. Et finalement, si on prend 2022, ils vont avoir 1000 joueurs de tennis qui voulaient faire cette année. C'était une année quand même pas si mauvaise que ça. Est-ce que le contexte international a joué? Vous êtes numéro 1 mondial, 4 jours après le début du conflit en Ukraine. Comment vous avez vécu ces moments-là? En fait, effectivement, on y pense, mais je ne peux pas, quand je regarde mon saison, on ne peut jamais savoir en tennis, je trouve, tellement c'est un sport technique, tactique, où chaque jour tu as des matchs contre d'autres joueurs. Qu'est-ce qui était, on va dire, qu'est-ce qui a joué que l'année il était un peu moins bien? Parce qu'effectivement, il y avait quelques blessures. Il y avait match contre Nadal à Australian Open qui était très dur à gérer. Il y avait conflit en Ukraine. J'ai bien sûr appris beaucoup plus tôt que tout l'autre monde que je vais être papa. Et ça, c'est quelque chose que j'étais très heureux, mais c'est quelque chose à gérer aussi. Et je ne peux pas savoir qu'est-ce qui a fait, ou c'est juste peut-être moi qui ai moins bien joué au tennis, et c'est tout. Donc, je ne peux pas savoir. On a poussé beaucoup de joueurs russes à prendre la parole. Votre compatriote Andrei Rublev, très vite, a dit « Nowhere please », pas la guerre s'il vous plaît. Vous avez pris aussi la parole sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a été compliqué pour vous justement de vous positionner en sachant qu'il y avait une pression pour le faire? Je pense que c'était compliqué pour tout le monde et surtout effectivement que le plus grand joueur, le plus grand sportif, le plus grand acteur tu es dans la vie, le plus de pression tu as en quotidien par rapport à différentes choses. Moi, j'avais plusieurs fois dit que la seule chose que je peux faire de ma part, et la chose que j'aime bien faire, c'est jouer en tennis en différents pays, mais tous les pays du monde, parce que dans ma vie, j'ai joué, je sais pas, je veux pas exagérer, mais 60 pays, c'est sûr, inclus en Ukraine, en Russie, en Biélorussie, en France, Espagne. Bon, on va faire toute l'interview en listant ces pays s'il faut, mais ouais, je veux... Comment dire, je veux, désolé j'ai oublié le mot français, mais promote peace dans le monde entier en jouant en tennis. En faisant ce que j'aime bien faire, ce que je sais bien faire, en me battant contre les meilleurs joueurs du monde. Et c'est ce qu'on veut tous faire, je trouve. Vous êtes devenu un peu un sportif apatride, une bannière neutre. Votre nationalité n'est plus mentionnée pendant les tournois. On a interdit les joueurs et joueuses russes et biélorusses à participer à Wimbledon. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti stigmatisé en tant que joueur par votre nationalité? Et est-ce que c'était pas lourd mentalement? En fait, je vais être honnête. Je savais que ça peut être comme ça. Dans quelques moments, surtout avec Wimbledon, parce que comme tout, c'était pas qu'un jour on nous dit on joue pas à Wimbledon. On le savait un petit peu avant qu'il y avait des discussions comme ça. Donc effectivement, j'étais défait un peu par la décision de Wimbledon parce que c'est un tournoi que j'adore jouer.
C'est le grand chelem où j'ai pas encore fait quart de finale, c'est le seul grand chelem, et pourtant j'aime bien jouer sur gazon. Pour moi, c'est le grand chelem, j'ai envie de dire, le plus iconique. Je suis un travailleur indépendant. Et c'est pour ça que ouais, je veux jouer tous les tournois dans tous les pays du monde, jouer pour le public et ouais, juste profiter des rencontres avec des différents fans, gens. J'étais bien défait, mais j'ai retourné chez moi. J'ai entraîné fort avec mon équipe pour essayer de bien finir la saison. Finalement, bon, j'ai attendu à mieux, mais j'ai continué à faire mon travail comme il faut et c'est ça qui compte pour moi. Vous avez commencé petit à jouer d'abord en Russie et puis après à 18 ans vous venez en France, vous vous entraînez ici à Cannes. Donc quel souvenir vous gardez de ce parcours ? Je vais être honnête, je ne me souviens pas la première fois comment j'ai pris la raquette tennis en main. Je me souviens qu'il y avait un grand pub, je faisais de natation à ce moment-là, et il y avait un grand pub, et c'est soit moi, soit ma mère, je ne me souviens pas, qui dit « Allez, on va essayer ». C'était que mes parents qui ont payé toute ma carrière sportive jusqu'à... j'imagine, ouais, 20 ans avant que je rentre en top 100. L'année 2016, elle était énorme parce que c'est l'année où je commence 330. Je change ma raquette pour Technifibre. Je finis l'année top 100 mondial et il y avait un grand concours qui s'appelait Young Guns. Et j'ai réussi à le gagner, il y avait 50 000 à gagner. C'était une aide, c'était une aide énorme à ce moment-là parce que c'est le moment quand tu rentres dans le top 100, si tu veux stabiliser, il faut prendre une équipe plus grande, il faut bien payer l'entraîneur physique, toute ton équipe autour. En 2021, vous gagnez l'US Open, donc une ascension fulgurante. Qu'est-ce qui reste de tout ça humainement ? Il y avait beaucoup de moments de souffrance, surtout, et ça c'est le même pour tout le monde, quand tu passes des juniors à pro. Parce qu'en junior, j'étais 13 mondial, j'ai joué des grands chelems, c'est pas mal, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. Et tu rentres en pro et tu dis, tout le monde joue bien. Comment je fais pour... J'étais avec Alexander Bublik, qui est aussi top joueur maintenant. J'étais là sur un futur et je lui ai dit, mais comment tu fais pour être au top? C'est impossible. J'avais dit ça. Et maintenant, on est là-bas, donc on peut réguler de ça. Donc ouais, il faut essayer de faire. J'ai vu que vous aviez déclaré après l'Open d'Australie, la finale perdue face à Rafael Nadal cette année, vous menez pourtant largement dans le match, que le gamin qui est en vous avait arrêté de rêver. Pourquoi ? Déjà, il faut le dire dans le contexte, c'était 30 minutes après le match. Peut-être un des plus grands matchs que j'ai perdu dans ma carrière. Donc, ça rentre dans le contexte, les émotions que tu ressens. Avec le public, pendant le match, c'était pas facile. Je me souviens très bien, à un moment, dans le deuxième set, je le gagne, avec un point, un tie-break énorme. Il servit pour le set, Rafa, je pense, point énorme à 6-5 pour moi au tie-break. Et je suis content, comme tous les joueurs sportifs. Et je regarde, il y avait des gens qui m'ont sifflé en ce moment-là. Et bon, ça, en tennis, ça arrive rarement. Et après le match, je sais pas, j'étais pas bien avec moi-même. Et donc, ce gamin, il rêvait plus. Qu'est-ce qui ferait de nouveau rêver ce gamin, en fait ? C'est quand même de gagner les grands titres, où c'est le plus important, mais c'est très dur. Et c'est très dur. Il y a tout le monde qui veut les gagner. Et moi, où je trouve tennis très spécial comme sport, vraiment, c'est qu'il y a deux joueurs et il n'y a pas match nul. Il y a toujours un qui perd. Et effectivement, quand on regarde des gens comme Novak, Rafa, Roger, ils perdent rarement, donc tu t'habitues à que, ouais, ils rentrent sur le terrain, ils gagnent. Et eux, c'est des phénomènes. Ils ont gagné 63 titres de Grand Chelem pour 3. Et ouais, c'est très dur, mais je rêve de regagner les grands titres que je n'ai pas réussi à faire cette année. Et je vais tout faire pour essayer de le faire. Et c'est ça qui me fait rêver aussi, essayer de le faire.